Bonjour, il me fait plaisir de vous présenter mon projet sous lequel je travaille sous la direction du professeur Martin Blais. J'étudie présentement en criminologie et c'est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement, qu'il s'agit en fait de les expériences de cyberviolence chez les personnes LGBTQ. Donc, pour commencer, je vais vous présenter le contexte. Ensuite, je vais vous présenter les objectifs. Et après ça, je vais vous présenter les résultats sommaires et finalement, je vais conclure avec la conclusion. Donc, comme on le sait, depuis quelques années, il y a vraiment eu une augmentation de l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux. Donc, en particulier pour les personnes LGBTQ, ça peut donner accès à une communauté en ligne, ça peut donner de l'information. Mais par contre, il y a aussi le revers de ça, c'est qu'il y a également une exposition à la cyberviolence. Donc, plus de temps qu'on passe en ligne, plus qu'on s'expose à être cyber-victimisé. Et il y a eu une majorité d'études qui a porté sur les adolescents, que ce soit de la population générale ou que ce soit sur les communautés LGBTQ, mais il y a encore très peu d'études qui portent sur les adultes et encore moins sur les populations LGBTQ. Donc, les études qui ont porté sur les adolescents LGBTQ ont démontré, entre autres, qu'il y a une plus grande victimisation chez cette population-là que chez la population générale. Et les études qui ont porté sur les populations LGBTQ, en général, ne distinguent pas entre les divers groupes de minorités sexuelles et d'identité ou d'expression du genre. Donc, nous, ce qui est intéressant avec notre étude, puisque les autres études auparavant, ils n'ont pas pris en considération tous les axes d'oppression ainsi que les caractéristiques individuelles. Donc, nous, ce qui est intéressant avec notre étude, c'est qu'on va prendre en compte les axes d'oppression et on va voir s'il y a un effet de cumul de facteurs qui peut potentialiser la victimisation. Donc, comme objectif principal pour notre projet, c'était d'examiner, en fait, les expériences de cyberviolence vécues chez les personnes des communautés LGBTQ. Et comme sous-objectif, on avait de vérifier les caractéristiques sociodémographiques, donc de voir est-ce qu'il y a certaines caractéristiques sociodémographiques qui augmentent le risque de cybervictimisation. Et on a aussi vérifié auprès les divers axes de pression, comme le capacitisme ou le statut racisé, pour voir si ça augmentait également les risques de cybervictimisation. Ensuite, on a regardé également les impacts sur la santé physique et mentale perçue et l'exposition à la cyberviolence. Donc, le projet s'inscrit en fait dans l'enquête des personnes SAVI LGBTQ et on a eu 3111 répondants, toutes de 18 ans et plus. En fait, les participants étaient âgés de 18 à 86 ans et avec une moyenne d'âge de 31 ans. Et pour être inclus comme critère d'inclusion, il devait parler français ou anglais. Il devait également avoir utilisé Internet d'une manière quotidienne. Et il devait avoir leur adresse IP localisée au Québec, située au Québec. Et les questions se basaient sur les questions provenant du sondage de Statistique Canada qui portait sur la cybervictimisation. Donc, pour ça, on avait 5 questions. On avait également les données sur les caractéristiques sociodémographiques ainsi que des questions sur leur état de santé mentale et physique perçu. Donc, nos données ont donné qu'il y avait environ 15,3 % qui ont répondu oui à au moins une des 5 questions. Ils étaient alors considérés comme victimes de cybervictimisation. Et j'ai oublié de préciser tantôt que nos questions étaient dans les 12 derniers mois. Sur ça, il y a 8,2 % qui ont répondu avoir été victimes d'avoir reçu un courriel ou des messages instantanés qui considéraient soit agressifs ou menaçants. Et pour ce qui est des caractéristiques sociodémographiques, on a vu qu'il y avait 6 facteurs qui augmentaient le risque de cybervictimisation.
Ces facteurs-là étant le revenu ménage. Donc, les personnes qui avaient un revenu ménage plus bas étaient plus sujettes à être victimes de cybervictimisation. Il y avait également la situation de handicap, donc le capacitisme. Il y avait aussi le niveau d'éducation. Donc, un niveau d'éducation plus faible augmentait le risque d'avoir été cybervictimisé. Il y avait aussi le statut racisé. Donc, les personnes de couleur avaient été plus sujets à avoir été cybervictimisées. Et enfin, il y avait l'orientation sexuelle ou l'identité ou l'expression du genre qui pouvait avoir augmenté la cybervictimisation. Donc, on a fait la comparaison de groupes de référence et de groupes plus victimisés. Donc, dans le tableau à droite, notre groupe de référence étant les femmes lesbiennes cisgenres et le groupe qui a été le plus victimisé, c'était les femmes trans. Donc, comme on peut le voir dans le tableau ici, les femmes lesbiennes cisgenres avaient rapporté avoir 8,3 % avaient rapporté avoir été victimes exposées à la cyberviolence, tandis que pour les femmes trans, il y avait 40,8 % qui avaient rapporté avoir été victimes de cyberviolence. Pour ce qui est du nombre de formes, on voyait aussi que pour les femmes trans, il y avait également plus de formes, de diverses formes. Donc, parmi les 5 questions, sur les 5 questions, il y avait 2,3 items sur lesquels la moyenne avait répondu avoir été cybervictimisée, tandis que pour les femmes lesbiennes cisgenres, c'était 1,4. Donc, pour ce qui est des axes de pression, là, on a vérifié à partir de l'exposition à la cyberviolence quant au statut racisé ainsi qu'au capacitisme. Donc, comme on peut voir dans le tableau, pour les 2 catégories, le fait d'être racisé ou le fait d'être en situation de handicap, ça augmentait le risque d'exposition à la cyberviolence, puisque c'était, parmi toutes les catégories qui étaient le plus victimisées, c'était ceux avec un double axe de pression. Donc, on peut voir entre les deux que dans les deux catégories, et les femmes trans et les individus non-binaires faisaient partie des groupes les plus victimisés. Il y avait également les hommes bisexuels ou queer qui étaient racisés, qui étaient ceux qui avaient été le plus exposés à la cyberviolence. Et il y avait aussi les femmes bisexuelles et queer quant au capacitisme. Donc, pour ce qui est de l'exposition à la cyberviolence et les facteurs de santé mentale et physique perçus, on a constaté que l'exposition à la cyberviolence avait des impacts sur les facteurs de santé mentale et physique. Donc, ça menait à un taux de solitude plus élevé. Il y avait aussi une corrélation entre le taux de bonne santé physique plus faible et une exposition à la cyberviolence, le taux de bonne santé mentale plus faible et l'exposition à la cyberviolence, et le taux de santé mentale florissante plus faible avec l'exposition à la cyberviolence. Par contre, dans notre étude, ce n'était pas possible de pouvoir déterminer, en fait, qu'est-ce qui est arrivé en premier. Donc, on ne sait pas, est-ce que, par exemple, les personnes qui se sentaient plus seules ont été plus souvent sur Internet, donc ça l'a mené à un taux d'exposition à la cyberviolence plus élevé, ou est-ce que c'est parce qu'en fait, la personne aurait été victime de cyberviolence et elle aurait eu un taux de solitude plus faible. Donc, ça, on n'était pas capable, on ne peut pas savoir. On n'a pas été capable de déterminer ça. Donc, en conclusion, il semblerait qu'effectivement, les intersections entre les divers axes d'oppression potentialisent la victimisation et les conséquences varient en fonction des intersections. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que les axes de division sociale qu'on trouve en dehors d'Internet, ça se reproduit également sur Internet. Donc, il y aurait des caractéristiques stigmatisantes qui auraient des impacts en dehors et sur Internet. Et comme mentionné plus tôt, ça touche environ 1 personne sur 7, donc c'est 15,3 % de la population. Dans les études qu'il y a eu au préalable, il y avait des prévalences en fait très variables, puisque les méthodologies employées sont souvent très différentes. Donc, par exemple, avec les sondages de Statistique Canada, par exemple, ils sondaient leurs répondants sur les 5 dernières années, tandis que nous, c'était sur les 12 derniers mois. Donc, ça, c'est juste pour donner un exemple, mais il y a beaucoup de méthodologies différentes qui sont employées aussi quant à la définition de ce que c'est la cyberviolence ou ce que c'est la cyberintimidation ou le cyberharcèlement. Il y a des définitions très variées.
Donc, il y a plus d'études qui vont être nécessaires avec les populations LGBTQ+. Et nos données vont pouvoir être utiles pour faire de la sensibilisation. Ça va être également utile pour motiver la mise sur pied de mesures préventives pour contrer le phénomène. Et ça va être également utile pour réduire les risques de victimisation. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère que ça vous a intéressé.